we are. Parfait. Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Et je veux vous parler de commerce interprovincial aujourd'hui. Vous savez qu'en avril dernier, un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a finalement rejeté une accusation contre M. Gérard Comeau. M. Comeau avait été condamné à une amende pour avoir amené 14 caisses de bière et 3 bouteilles d'alcool du Québec au Nouveau-Brunswick, ce qui constituait une violation de la loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick. Comment se fait-il que cela puisse arriver? Cet événement est en soi la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche vraiment dans la manière dont notre fédération fonctionne. Cela nie la notion même de vivre dans un pays uni. As you know, the 4 themes of my campaign for the leadership of the Conservative Party of Canada are fairness, freedom, respect, and responsibility. Interprovincial trade barriers are contradicting all 4 of these fundamental principles. It is totally unfair for Mr. Comeau and for millions of Canadian consumers to be forced to buy more expensive goods and services in order to allow provincial governments to maintain their monopoly control over sectors like the sale of alcohol. Il est tout à fait inéquitable que M. Comeau et des millions de Canadiens soient forcés d'acheter des biens et des services plus coûteux afin de permettre aux gouvernements provinciaux de maintenir leur contrôle monopolistique sur des secteurs tels que la vente d'alcool. It is unfair for nurses, dentists, or accountants to have problems finding work in another province because their skills are not being automatically recognized. Il est inéquitable que les infirmières, les dentistes et les comptables aient des problèmes à trouver un emploi dans une autre province parce que leurs compétences ne sont pas reconnues automatiquement. It is unfair to have strict provincial quotas in the dairy, poultry, and egg sectors that make farms smaller and less efficient and discourage investment in new food processing capacity. It is unfair to prevent the growth of businesses because they are not allowed to gain access to other provincial markets unless they submit to unnecessary and costly regulation. These are only some among hundreds of examples of how provinces have erected barriers to free movement of goods, services, and workers within our country. En dehors des lobbies qui veulent être protégés au détriment de tout le monde, la liberté d'échanger profite à tous. Le libre-échange augmente le choix pour les consommateurs. Il oblige les entreprises à rivaliser entre elles pour attirer des clients avec des produits meilleurs et moins chers. C'est la raison pour laquelle nous avons conclu des accords commerciaux avec 51 pays. Dans certains cas, il est plus facile pour une entreprise canadienne de vendre son produit dans un autre pays que dans une autre province canadienne. The recent report of the Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce, chaired by Senator David Tikachuk, estimate that interprovincial barriers cost Canada's economy as much as $50 billion to $130 billion every year. Freeing our economy from these barriers would help Canadian families and businesses. It will create jobs, it will increase government revenues, and it will make our country more united. 150 years ago, the fathers of Confederation knew about these advantages. That is why they inserted into our Constitution Article 121, which stated that all articles of the growth, produce, or manufacture of any of the provinces shall, from and after the Union,
be admitted free into each of the other provinces. The problem of interprovincial trade barriers will not exist if we respected our Constitution. Unfortunately, this article was mostly ignored throughout our history. The federal government, which has exclusive jurisdiction over the regulation of trade and commerce, did nothing to enforce it. Instead, we've relied on provinces trying to agree to lower barriers. En 1994, les provinces ont signé un accord sur le commerce intérieur au Canada. Celui-ci n'a jamais réussi à éliminer l'ensemble des barrières au commerce. Les premiers ministres se sont engagés à signer un nouvel accord amélioré, au plus tard au mois de mars de cette année. La date limite est passée sans rien qui n'est parvenu à avoir un accord amélioré. Un accord de principe a été conclu parmi les 13 premiers ministres en juillet, mais avec très peu de résultats concrets. Nous ne savons pas quels secteurs seront exemptés, nous ne savons pas quelle procédure sera utilisée pour résoudre les différends, et les provinces se disputent déjà au sujet des marchés publics. Après 22 ans d'attente, je ne crois pas que quelque chose de concret sortira de cela. It is illogical to expect that governments responsible for the problem will solve the problem. It is not surprising that the government of New Brunswick is appealing the Como ruling. The solution is not to hold more federal provincial conferences of ministers and bureaucrats to negotiate tiny advances. What we need is a long-term solution based on respecting our Constitution to eliminate existing barriers and stop new barriers from being erected. In theory, everyone is in favor of getting rid of interprovincial trade barriers. The current Liberal government is in favor. My colleagues in the leadership race are in favor. But in practice, nobody is willing to do what it takes to solve the problem. Among all the studies that have been written on the topic, I have found only one that I believe offers a workable and realistic solution. It was set out in a paper titled Citizen of One, Citizen of the Whole, published by the Macdonald-Laurier Institute. The title comes from a declaration by one of Canada's founders, George Brown, when he said that the goal of Confederation was to, and I quote, throw down all barriers between the provinces to make a citizen of one, citizen of the whole. Their proposal is simple. It is Ottawa's responsibility to ensure that Article 121 of our Constitution is respected. The federal government cannot, of course, change provincial laws and regulations, but it can help challenge them in court. This is what Mr. Como did in New Brunswick, but very few people are willing to get into this kind of costly and stressful court fight. And what we need is not just one challenge of one regulation, but a systematic challenge of hundreds of laws and regulations. If I'm elected leader of the Conservative Party of Canada and ultimately Prime Minister of Canada, I will bring forward legislation to adopt a Charter of Economic Rights. This will establish the case for Ottawa's intervention to give back Canadians their freedom to trade and to work everywhere in the country. I will establish an Economic Freedom Commission with the power to investigate breaches of the Act by the provinces, to recommend arbitration, to help citizens and businesses prosecute their case, or to initiate legal action on its own. Si je suis élu chef du Parti conservateur du Canada et par la suite Premier ministre du Canada, je vais d'abord présenter un projet de loi afin d'adopter une charte des droits économiques. Celle-ci permettra d'établir la légitimité de l'intervention d'Ottawa pour redonner aux Canadiens leur liberté de commerce et de travail partout au Canada. Deuxièmement, je vais créer un Conseil de la liberté économique avec les pouvoirs d'enquêter sur les violations de la loi par les provinces,
de recommander l'arbitrage, d'aider les citoyens et les entreprises à porter leur cause devant les tribunaux et de poursuivre les provinces qui violent la loi. Le Conseil de la liberté économique aura le personnel et le budget appropriés pour faire son travail de manière efficace et rapide, compte tenu des milliards de dollars de bénéfices pour l'économie canadienne. Une jurisprudence sera rapidement créée et on peut s'attendre à ce que les cas soient résolus plus rapidement à mesure que le temps passe. Comme vous savez, je ne suis généralement pas favorable à la création de nouvelles bureaucraties. Mais dans ce cas, c'est tout à fait justifié puisque le but est de lutter contre les excès bureaucratiques des provinces et faire respecter notre Constitution pour le bien-être des Canadiens. Il est temps de cesser de prétendre que nous sommes préoccupés par ce problème et prendre les moyens appropriés pour le résoudre. If I'm elected leader of the Conservative Party of Canada and then Prime Minister of Canada, I will take the necessary means to force the provinces to respect our Constitution and to give back to Canadians their economic freedom that is their birthright. Thank you, merci beaucoup, et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Du coup, justement, ça entraînerait ces contestations judiciaires-là et la création du conseil en question et toutes les mesures que vous proposez? Bien, premièrement, le coût dont on connaît, c'est le coût pour l'économie canadienne. Le coût est entre, comme je le disais tout à l'heure, entre 50 millions et 50 milliards et 130 milliards par année au Canada. Il y a d'autres études qui évaluent le coût un peu moindre, mais tout le monde s'entend, c'est des dizaines de milliards de dollars par année que ça coûte à l'économie canadienne, aux entreprises et aux familles. Donc, mettre en place une commission pour s'assurer du respect de la Constitution canadienne, le coût ne sera pas si élevé que ça. Les bénéfices vont être très avantageux parce que ça va permettre aux citoyens de pouvoir contester. Ce n'est pas tous les citoyens qui ont les moyens de M. Comeau. Ce n'est pas tous les citoyens qui sont capables de faire une bataille contre une réglementation provinciale. Et la Commission va justement les aider en payant les frais ou bien en poursuivant elle-même les provinces qui ne respectent pas la Constitution. Donc, le coût de cette commission-là, pour moi, il est très minime par rapport aux grands bénéfices qu'on aura pour l'économie canadienne. Ce coût-là, est-ce que vous l'avez chiffré? On va l'estimer en temps et lieu, mais ce n'est pas quelque chose qui va arrêter le projet, puisque c'est très important pour l'économie canadienne et c'est très important pour la création d'emplois et le commerce interprovincial. We've seen protectionist measures, say perhaps in the United States, with the sentiments, it seems like coming from the U.S. election, and concerns about that. Do you feel within Canada there's too much protectionist sentiment? Has that been increasing in recent months, recent years? I mean, where you see provinces fighting between something that seems so simple. Do you feel like that those protectionists have that protection feeling has gone up, and do you worry it's going to increase in the future? Yeah, it's always there, and that's too bad that after 22 years of negotiation and trying to tear down these barriers, nothing happened in Canada. They decided in 1994 to have an internal free trade agreement, all the provinces together. But for me, it is the role of the federal government. It is an exclusive federal jurisdiction. 91-2, it's the trade and commerce under the jurisdiction of the federal government, and we must act. Yes, we must act because there are too much trade barriers. We know the case of the alcohol, but that's the only case that everybody are speaking. But there's other cases that are not helping Canadians to work where they want to work. Like nurses in Montreal must be able to practice in BC. Construction workers in Ontario must be able to work in Quebec. That's the basis of our Constitution. And that's why we created that country, for having an economic union. And we don't have that economic union in Canada right now. It is time to act. And yes, there's too many trade barriers and labor barriers also in Canada. And the federal government must act on that, and that's what I will do. Why do you think it's taken this long? I mean, you mentioned because the provinces are the problems. You ask the provinces that are the one who created the problems to solve the problem, and that's not in their interest. They're fighting for their interests. So the federal government is there for the interests of all Canadians, and we must act and we must do what we have to do. After 149
years, I think it's time to have a real economic union in Canada, like the fathers of our Constitution wanted. And it's time just before the celebration of the 150th birthday of that country. That will be a big gift to Canadians to have a real free trade in Canada and to have the federal government acting on his responsibility. Following on what Jason asked you, one of your former colleagues, Del Mastro, last week wrote that he thought Donald Trump was right about opposing the Trans-Pacific Partnership. We've seen some polling where Republicans in the U.S. are identifying more with that protectionist sentiment. Do you think there's anything like that within the Conservative Party at all about sort of that feeling, that embrace of protectionism? I don't think so. I don't think so. I think Canadians know, and conservative in Canada know, that when you have the freedom to sell your products where you want, where you have the freedom to buy the product that you want, it's the basics of having a prosperous economy. But we must speak about that. You know, that was a big challenge for Prime Minister Brian Mulroney in 1998 when he decided to fight on an election on a real free trade agreement with the U.S. That was a big success. 25 years from now, everybody are saying that it was a big success. And I think it's why our government signed a lot of free trade agreement with 51 countries, and I'm very proud of that. Now it's time to have a real free trade inside our country, and I don't think that Canadians are against that. En Chine bientôt pour une visite officielle, puis le sommet du G20, vous attendez à quoi de son voyage sur le plan économique? Bien, premièrement, je suis très déçu qu'il ne se fixe pas un objectif de commencer, d'avoir une entente de libre-échange avec les Chinois. On sait que l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont déjà signé une entente de libre-échange avec la Chine. La Chine est la première puissance économique mondiale. Ça serait important pour le Canada de pouvoir signer une entente de libre-échange, d'être assis à la même table que les Chinois pour justement négocier, d'avoir un commerce équitable entre les pays. Donc, ce voyage-là, pour moi, c'est très décevant, parce qu'il ne se fixe pas l'objectif qu'il devrait se fixer, c'est d'avoir une entente de libre-échange avec la Chine le plus rapidement possible. Pour le bien de l'économie canadienne, on sait qu'il y a plusieurs emplois qui se sont perdus au mois de juillet, au mois de juin, au mois de juillet. L'économie canadienne n'est pas à son maximum et ça serait le temps de libérer l'économie. Donc, cette proposition-là va dans ce sens-là. Et la proposition d'il y a quelques semaines sur une entente de libre-échange avec la Chine va dans le même sens. Permettre qu'on ait plus de liberté économique au Canada pour avoir une plus grande prospérité. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre du cabinet qui a lieu à Sudbury? On a vu que les deux précédentes avaient coûté relativement cher, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 500 000 $ pour deux rencontres. Celle-là, on nous dit que c'est plus économe, mais à votre avis, est-ce que ça en vaut la peine? Tenir des retraites à l'extérieur pour que le cabinet gère? Bien, ici à Ottawa, sur la colline parlementaire, il y a plein de places où les ministres pourraient se rencontrer. Lorsqu'on dit que c'est pour être près des gens, c'est un peu absurde parce que ces ministres-là sont en rencontre et la plupart du temps sont en meeting et rencontre. Ils ne rencontrent pas des citoyens ordinaires, excusez-moi l'expression, comme disent les gens au bureau du premier ministre. L'important, c'est que ces gens-là puissent se rencontrer, les ministres, ici à Ottawa, et le coût serait bien minime si on ferait ces rencontres-là ici. Moi, je me rappelle, j'étais membre du cabinet, on a eu plusieurs retraites, ça s'est fait à Ottawa, et à coût minime. On ne regarde pas la dépense. Pour le gouvernement libéral, dépenser, c'est créer de la richesse. Ce qui est complètement faux, on le sait. Un déficit de 10 milliards devait être OK. Maintenant, un déficit de 29,4 milliards, c'est OK. On devait retourner à l'équilibre budgétaire, c'est pas si important. Maintenant, on va endetter les Canadiens de plus de 100 milliards de dollars. Mais pour eux, la dépense n'est pas importante et c'est une autre façon qui le démontre très bien en ayant des retraites un peu partout derrière le Canada. Assess how your leadership campaign's gone so far in terms of getting conservatives interested in the middle of summer, recognizing that can be difficult, but also fundraising. How would you assess how things have gone and where you're at right now? But first of all, it's going very well. I'm very happy with what we're doing. We're there for the ideas, as you know, and I'm on a regular basis. I'm having different proposals for Canadians and for the people of our party. And it's all based in the four principles of the campaign: individual freedom, personal responsibility, fairness, and respect. That's the base of the Conservative Party of Canada, and also that these values are the base of the Western civilization. So I'm very proud of what we're doing. And we started the fundraising in July. It's going very well. You will see the number at the end of September.
So I'm happy with that. And also we have an organization all across the country. I will be in Calgary and out west this week. So I'm traveling and I'm using the time this summer to meet a lot of Canadians and conservative members of our party. So I'm very pleased with the team that we have in the campaign up to now. And also I'm pleased that we have a lot of candidates. I said that we must have a lot of debates with candidates with different ideas. And I'm ready to debate. I'm ready to ask the other candidates why they support supply management, why they want Canadians to pay twice the price for their poultry, their milk, and their eggs. I'm ready to ask questions to other candidates. Are they in favor of a free trade with China? Are they in favor of that proposal? So I'm having a lot of proposals. I'm ready to debate with them, and I'm looking forward. I think it will be in November, the first debate. So I'm very pleased that we have different candidates with different point of view. That will be good for the membership. They will have freedom to choose between different candidates, and at the end, it will be great for the party. Members, are they paying attention right now, or do you still have time to engage them in the fall? They're paying attention. I'm traveling and they're paying attention, but I think they will pay more attention this fall when we'll have debates and things like that. So for me, the goal of the campaign in the beginning was to be out there with proposal to Canadians. I want the conservative members of our party to vote for me as the leader, but I want them to know what they will have with Maxime Bernier as a leader. So with these proposals in front of them, they know a little bit better what will be Bernier government. And we'll go forward. We'll have another announcement in 2 weeks from now. And we have a lot of ideas that we want to share with Canadians and members. Qu'est-ce que ça fait pour le parti d'avoir un candidat comme M. Truss qui est socialement à droite sur des questions comme le mariage gay? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça vous fait reculer parce que le parti a fait certaines avancées lors du dernier congrès? Bien, on s'aperçoit qu'il n'est pas en concordance avec le vœu des membres du parti. À la dernière convention, comme vous le savez, nous avons voté pour élargir la définition de mariage. Il veut revenir à une définition qu'on avait antérieure au sein du parti. Ça va être à lui de convaincre les membres que sa position elle est la bonne pour le parti et pour le Canada. Moi, je vois ça de bon œil d'avoir ces discussions-là. Je ne suis pas contre ces débats-là. Mes positions sont fermes. J'ai été à la convention, j'ai parlé justement pour l'ouverture en ce qui concerne la définition de mariage. Hier, j'étais à la parade gay ici à Ottawa. Et on va avoir ce débat-là. Puis c'est sain d'avoir ces débats-là. La course au leadership est faite pour ça. Et les membres vont devoir choisir quel candidat ils préfèrent. Mais moi, je vois de bon œil les différents points de vue des différents candidats. L'important, c'est de pouvoir avoir les occasions de débattre en anglais et en français avec l'ensemble des candidats. Pas que ces débats sur des enjeux sociaux occultent le reste de la campagne conservatrice, prennent beaucoup de place? Non, je ne crois pas, puisque il va être un candidat qui veut parler de ces sujets-là. Les autres candidats ont d'autres sujets, comme vous avez. Donc, je ne pense pas que ça soit le sujet prédominant de la course à la chefferie. Je pense que j'ai mis pas mal d'idées sur la table et il y a pas mal de sujets intéressants qui s'en viennent. Les discussions vont se suivre. Je ne pense pas que ça monopolise parce que les membres du parti ne sont plus là. Ils l'ont démontré lors de la dernière convention. Mais c'est libre à lui de faire ce débat-là. Qu'est-ce que vous pensez des dépenses de limousine de Mme Philpott? Est-ce que ça peut s'expliquer? Bien, ça ne peut pas s'excuser, ça ne peut pas s'expliquer. C'est ce que je disais tantôt. Pour eux, la dépense n'est pas importante. C'est une illustration du fait que dépenser de l'argent d'autrui, il n'y a pas de limite à ça. Et je suis heureux de voir qu'elle a décidé de rembourser de sa poche personnelle ces dépenses-là. Mais il faut être aux aguets. Et c'est l'argent des contribuables. Et il y a plusieurs familles canadiennes qui ont de la misère à arriver. Et je pense qu'ils trouvent ça inacceptable que l'État, que leurs taxes paient pour ça. Donc, au moins, elle a fait ce qu'elle devait faire il y a déjà plusieurs semaines, c'est-à-dire rembourser les contribuables canadiens pour ça. Et j'espère que ça ne se produira plus dans l'avenir. Mais la logique du gouvernement libéral, c'est que la dépense, elle est importante et c'est important de dépenser. J'imagine pour elle, elle a fait en sorte de faire tourner l'économie. Elle a donné beaucoup d'argent à une limousine et puis un taxi. Donc, pour elle, ça devait être positif parce que ça faisait rouler l'économie. Mais pour nous, conservateurs, la façon d'aider l'économie et les Canadiens, c'est de baisser les taxes, baisser les impôts, gérer les finances publiques avec un budget équilibré et s'assurer que
c'est pas c'est pas la dépense qui crée la richesse, c'est l'investissement des entreprises, et c'est ça qu'il faut promouvoir. Avec les politiques que je mets de l'avant, c'est ça que je veux faire. Je veux faire en sorte que les entreprises canadiennes aient tous les moyens de créer les jobs et la richesse au Canada, parce que c'est pas Maxime Bernier qui fait ça, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un bureaucrate. La richesse est créée par le secteur privé, et les politiques qu'on met de l'avant, c'est pour plus de liberté et permettre plus de prospérité au Canada. Donc, ces dépenses-là, pour moi, c'était inutile, c'était important de le rembourser, et il va falloir continuer à surveiller le gouvernement libéral de près. Pundits, albeit, sort of speculated that it can be difficult for a Quebec candidate to win the leadership because of the need to gain support across Canada. They sort of point, maybe Mr. Mulroney was a bit of an anomaly, but can I get your assessment on that? And do you see it more challenging for any Quebec candidate to win enough national support to gain leadership? No, I don't think so. You know, Canadians want, and the conservative members of our party, they want a leader who would be able to be the next prime minister. And that is important. So how we're going to do that? It's with good ideas. We have to speak to Canadians and to tell them that we'll have more prosperity under a conservative government. So people would judge me and the other candidates with the ideas that I put forward, and if it's the right ideas for having more prosperity in this country. So I don't see that as something against me. I'm saying that it's positive to be able to understand Quebecers and to speak their language. You know, in Quebec, there are 78 ridings in Quebec right now. We have only 12 ridings. I think we can do more, and that would be important in the next election. But also we can do more in Ontario. We can do better also in BC. So I'm traveling all across the country. I'm a candidate for all Canadians and not for only Quebecers. But I'm proud to be a Quebecer also. Merci. Merci beaucoup.